Chapitre 1 de Casse-Noisette et le roi des souris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aïda, Montréal. Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Traduit par Émile de la Bédolière, 1872. Chapitre 1 Le jour de Noël. Au 24 décembre, la chambre du milieu et bien plus encore le salon qui y donnait furent formellement interdits aux enfants du médecin consultant Stahlbaum. Fritz et Marie se tenaient assis l'un près de l'autre dans un coin de la chambre du fond. Le crépuscule du soir était déjà descendu, et ils éprouvaient une certaine crainte en ne voyant pas apporter de la lumière comme cela se faisait d'habitude à cette heure du jour. Fritz raconta, en parlant bien bas à sa jeune sœur, elle était âgée de 7 ans, qu'il avait entendu frapper et aller et venir dans la chambre fermée, et aussi qu'il n'y avait pas bien longtemps qu'un petit homme, tenant une cassette sous le bras, s'était glissé dans l'escalier. Pour sûr, ajouta-t-il, ce petit homme est le parrain Drosselmeier. Alors, la petite Marie frappa ses petites mains l'une contre l'autre et s'écria toute joyeuse. Ah, le parrain Drosselmeier aura fait pour nous quelques belles choses. Le conseiller de la haute cour de justice Drosselmeier n'était pas beau. Il était petit et maigre, avait un visage sillonné de rides. Il portait un grand emplâtre noir sur l'œil droit et il était chauve, ce qui l'obligeait à porter une jolie perruque blanche, mais faite en verre avec un art merveilleux. En outre, le parrain était un homme très habile, qui s'entendait très bien en horlogerie, et faisait lui-même des montres au besoin. Aussi, quand une des belles pendules de la maison de Stahlbaum était malade et ne voulait plus chanter, alors le parrain Drosselmeier arrivait. Il ôtait sa perruque de verre, retirait son habit jaunâtre, ceignait un tablier bleu et plongeait dans le ressort des instruments pointus qui faisaient mal à la petite Marie, mais ils ne faisaient aucun mal à la pendule. Bien au contraire, elle recommençait à s'animer, et aussitôt elle se mettait à gronder, à battre et à chanter toute joyeuse, ce qui causait un grand plaisir. Quand il venait, le parrain apportait toujours quelque jolie chose dans sa poche pour les enfants. Tantôt un pantin qui tournait les yeux et faisait des courbettes bien comiques, tantôt une tabatière d'où s'élançait un petit oiseau ou quelque autre chose du même genre. Mais au jour de Noël, c'était toujours quelque bel ouvrage artistement exécuté par lui, et qui lui avait coûté beaucoup de travail, et que les parents conservaient avec soin après qu'il en avait fait le don. Ah, le parrain Drosselmeier aura fait quelque belle chose pour nous, répéta la petite Marie. Mais Fritz dit, ce sera une citadelle dans laquelle de jolis soldats marchent et font l'exercice. Et alors d'autres soldats doivent venir y entrer de force. Et ceux de l'intérieur tirent bravement des coups de canon, ce qui fait un grand tapage. Non, non, interrompit Marie. Le parrain Drosselmeier m'a parlé d'un grand jardin où il y a un grand lac, et dans ce lac nagent des cygnes magnifiques avec des colliers d'or, et ils chantent les plus belles chansons. Alors une petite fille sort du jardin, et elle appelle sur le lac les cygnes et leur donne de la bonne frangipane à manger. Les cygnes ne mangent pas de frangipane, reprit Fritz un peu durement, et le parrain Drosselmeier ne peut pourtant pas faire tout un grand jardin. Par le fait, nous gardons peu ces joujoux, on nous les reprend toujours. J'aime mieux ceux que nous donnent papa et maman, on nous les laisse et nous en faisons ce que nous voulons. Puis les enfants se demandèrent ce que l'on pourrait bien leur donner cette fois. Mademoiselle Trudchen, sa grande poupée, dit Marie, est bien changée. Elle est d'une maladresse. À chaque moment, elle tombe sur le plancher, ce qui lui fait de vilaines taches sur le visage. Et il est impossible maintenant de penser à nettoyer sa robe. J'ai beau la gronder, c'est du temps perdu. Mon écurie, reprit Fritz, a besoin d'un beau cheval, et mes troupes manquent complètement de cavalerie, et papa le sait bien. Les enfants n'ignoraient pas que leurs parents avaient acheté pour eux de jolis cadeaux, et leur sœur aînée Louise leur avait dit que c'était le Christ Saint lui-même qui donne aux enfants par les mains de leurs bons parents, ce qui peut leur causer une véritable joie, qu'ils savaient mieux qu'eux ce qui pouvait leur convenir, et que pour cela il ne fallait ni espérer ni former des désirs, mais attendre pieusement et tranquillement les cadeaux qui devaient leur être distribués. La petite Marie était restée toute pensive, mais Fritz murmurait tout bas. Je voudrais pourtant bien avoir un cheval et des hussards. L'obscurité était tout à fait venue. Fritz et Marie serrés l'un contre l'autre n'osaient plus parler. Il leur semblait entendre un léger frôlement d'ailes autour d'eux, et aussi une belle musique qui retentissait dans le lointain.
Une lueur brillante vint rayer le mur, et alors Fritz et Marie comprirent que le Christ enfant venait de s'envoler sur des nuages éclatants de lumière pour aller visiter d'autres enfants heureux. Au même instant, on entendit résonner un timbre argentin. Klingling, klingling! Les portes s'ouvrirent, et il s'élança de la grande chambre une telle lumière que les enfants restèrent immobiles sur le seuil en poussant un cri d'admiration. Mais papa et maman s'avancèrent vers la porte et prirent leurs enfants par la main en leur disant: Venez, venez, chers enfants, et voyez ce que le Christ saint vous a donné. Fin du chapitre 1. Chapitre 2 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Les dents. Je m'adresse à toi, bon lecteur, pour te prier de te remettre en mémoire les derniers beaux cadeaux qui resplendissaient pour toi sur la table de Noël. Et alors tu comprendras comment les enfants restèrent muets et immobiles, la joie dans les yeux. Et comment après une petite pause Marie s'écria: Ah, que c'est beau, que c'est beau! Et comment Fritz essaya quelques cabrioles qu'il réussit à merveille. Mais les enfants devaient avoir été bien gentils et bien sages pendant l'année entière, car jamais leur cadeau n'avait été aussi magnifique que cette fois. Le grand pain au milieu de la table portait une foule de pommes d'or et d'argent. Des pralines et des bonbons de toutes sortes ont représenté les boutons et les fleurs, et de beaux et nombreux jouets étaient suspendus à toutes les branches. Mais ce qu'il y avait de plus beau dans l'arbre merveilleux, c'était une centaine de petites bougies qui brillaient comme des étoiles dans son sombre feuillage, et tandis qu'il semblait avec ses lumières au-dedans et au-dehors, inviter les enfants à cueillir ses fleurs et ses fruits. Tout resplendissait riche et varié. Que de belles choses se trouvaient là, et qui pourrait essayer de les décrire. Marie regardait les plus belles poupées, toutes sortes de charmants petits ustensiles de ménage, et ce qui attirait le plus les yeux de la petite Marie, c'était une petite robe de soie qui pendait sur un petit piédestal élégamment orné de délicieux rubans. Elle la regardait de tous côtés et s'écriait à chaque instant: Ah, que c'est beau! Ah, la jolie robe! Et je pourrais la mettre, bien vrai, bien vrai. Fritz, pendant ce temps, avait déjà fait 3 ou 4 fois le tour de la table au galop, sur le nouveau cheval qu'il avait trouvé tout bridé. En mettant pied à terre, il dit: C'est une bête fougueuse, mais peu importe, je la dompterai. Et il mit en rang les nouveaux escadrons de hussards, magnifiquement habillés de rouge galonné d'or. Ils avaient en main des sabres d'argent, et leurs cheveux blancs avaient un tel éclat que l'on aurait pu croire qu'ils étaient d'argent aussi. Les enfants voulaient, devenus déjà plus tranquilles, feuilleter les merveilleux livres d'images qui étaient ouverts, et où se trouvaient peints toutes sortes d'hommes, toutes sortes de fleurs, et aussi de charmants enfants qui jouaient ensemble, et qui étaient si bien faits qu'on aurait pu croire qu'ils vivaient réellement et se parlaient entre eux. Ils voulaient de nouveau regarder ces livres lorsqu'on sonna encore une fois. Ils savaient que le parrain Drosselmeier devait faire aussi ses cadeaux, et ils coururent vers la table placée contre le mur. Le paravent qu'il avait si longtemps caché se replia tout à coup. Sur une prairie émaillée de fleurs de toutes façons s'élevait un château magnifique, avec de nombreuses fenêtres à vitres et des tours d'or. Un concert de cloches se fit entendre, les portes et les fenêtres s'ouvrirent, et l'on vit des messieurs de très petite taille se promener dans les salles, avec de petites dames aux longues robes traînantes et aux chapeaux chargés de fleurs. Dans la salle du milieu, si bien éclairée qu'elle paraissait en feu, tant il s'y trouvait des bougies, dansaient des enfants en pourpoint court et en petites vestes, au son des cloches. Un monsieur, couvert d'un manteau d'un vert d'émeraude, regardait souvent par la fenêtre, faisait des signes et s'éloignait. Et aussi le parrain Drosselmeier, grand comme le pouce du papa, se montrait de temps en temps sur le seuil de la porte du château et rentrait en dedans. Fritz, les bras accoudés sur la table, regardait le beau château et les promeneurs, et il dit: Parrain Drosselmeier, laisse-moi entrer dans ton château. Le conseiller de la cour de justice lui répondit que cela n'était pas possible. Et il avait raison, car il était déraisonnable à Fritz de vouloir entrer dans un château qui, même avec ses tours d'or, n'était pas si haut que lui-même. Fritz comprit cela,
Au bout d'un instant, comme les messieurs et les dames se promenaient sans cesse de la même façon, que les enfants dansaient, que l'homme émeraude regardait par la fenêtre et que le parrain Drosselmeier se montrait sous la porte, Fritz impatienté dit: Parrain Drosselmeier, sors donc par la porte d'en haut. Cela ne se peut, mon cher petit Fritz, répondit le parrain. Eh bien, fais promener avec les autres le petit homme émeraude qui regarde si souvent par la fenêtre. Cela ne se peut pas non plus, répondit encore le parrain. Alors reprit Fritz, fais descendre les enfants, je veux les voir de plus près. Mais cela n'est pas possible, reprit le parrain contrarié. Une mécanique doit rester comme elle a été faite. Ah, reprit Fritz en traînant le temps, rien de tout cela ne se peut. Écoute, parrain, si tes petits hommes bien habillés ne peuvent faire dans ce château que toujours une seule et même chose, alors ils ne valent pas grande-chose, et je ne les désire pas beaucoup. J'aime bien mieux mes hussards qui manœuvrent en avant, en arrière, à ma volonté, et ne sont pas enfermés dans une maison. Et en disant cela, il s'en alla en sautant vers la table de Noël, et fit trotter les escadrons sur leurs chevaux d'argent, et les fit charger selon son bon plaisir avec force, coups de sabre et coups de feu, d'après son caprice. La petite Marie s'était aussi doucement éclipsée, car elle s'était bientôt aussi lassée des allées et venues et des danses des poupées. Mais comme elle était bonne et très gentille, elle ne l'avait pas laissé voir comme son frère Fritz. Le conseiller de la cour de justice dit d'un ton désappointé: Ce travail artistique n'est pas fait pour des enfants, qui ne peuvent le comprendre. Je vais serrer mon château. Mais la mère s'avança, se fit montrer tout le mécanisme intérieur et les rouages ingénieux qui mettaient les poupées en mouvement. Le conseiller démonta tout et le remonta de nouveau. Cela lui rendit sa bonne humeur, et il donna encore aux enfants quelques petits hommes bruns et des femmes avec les visages, les mains et les jambes dorées. Ces figures étaient d'argile et avaient l'odeur douce et agréable de pain d'épices, ce qui réjouit beaucoup Fritz et Marie. La sœur, lui, sur l'ordre de sa mère, avait mis la belle robe qu'on lui avait donnée, et elle était charmante avec. Mais Marie, avant de mettre la sienne, comme on le lui disait, demanda à la regarder encore un peu. Cela lui fut accordé très volontiers. Fin du chapitre 2. Chapitre 3 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Le protégé. La petite Marie ne voulait surtout pas s'éloigner encore de la table de Noël, parce qu'elle n'avait rien vu qui eût attiré spécialement son attention. En enlevant les hussards de Fritz qui se tenaient en ligne de parade tout près de l'arbre des joujoux, un petit homme avait été mis à découvert, et il attendait là, tranquille et discret, que son tour arrivât. Il y avait certainement beaucoup à objecter contre l'élégance de ses formes, car outre que son gros ventre ne fût nullement en rapport avec ses petites jambes grêles, sa tête paraissait aussi beaucoup trop grosse. Mais son habillement parlait en sa faveur, car il faisait supposer un homme de goût. Ainsi, il portait une très jolie veste de hussard d'une belle et brillante couleur violette, avec une foule de ganses et de boutons blancs, des pantalons du même genre, et de ces très jolies petites bottes qui étaient autrefois de mode parmi les étudiants et même les officiers. Elles étaient si bien ajustées aux jambes qu'on aurait pu croire qu'elles étaient peintes. Ce qui faisait un effet comique dans son arrangement, c'était un étroit et long manteau placé par derrière, et qui paraissait être de bois. Et il portait en outre un bonnet de mineur. Et Marie se rappela aussitôt que le parrain Drosselmeier avait aussi une cape assez laide et une bien vilaine casquette, ce qui ne l'empêchait pas pourtant d'être un parrain bien-aimé. Et tout en regardant de plus en plus le gentil petit homme qui lui avait plu dès le premier coup d'œil, Marie remarqua la bonne humeur empreinte sur sa figure. Ses yeux, d'un vert clair et un peu saillants, n'exprimaient que la bienveillance et l'amitié. Et la barbe bien frisée et de laine blanche qui ornait son menton faisait ressortir le doux sourire de sa bouche bien vermeille. Ah, dit enfin Marie, mon cher papa, quel est le charmant petit homme placé là tout près de l'arbre? Celui-là, dit le père, travaillera vaillamment pour vous tous, ma chère enfant. Il mordra pour vous la dure écorce des noix,
et t'appartient aussi bien qu'à Louise et à Fritz. Et en même temps le père le prit doucement de la table, leva le manteau en l'air, et le petit homme ouvrit une énorme bouche, montra une double rangée de dents blanches et pointues. Marie, sur l'invitation de son père, y mit une noix. Et knack, le petit homme la brisa de telle sorte que les coquilles tombèrent en morceaux, et que Marie reçut la douce amande dans sa main. Et tout le monde apprit, et Marie avec les autres, que le joli petit homme descendait en droite ligne des Casse-Noisettes, et continuait la profession de ses ancêtres. Marie poussa des cris de joie, et le père lui dit alors: puisque l'ami Casse-Noisette te plaît tant, ma chère Marie, prends-en, si tu veux, un soin tout particulier, à la condition toutefois que Louise et Fritz pourront s'en servir comme toi. Marie le prit aussitôt dans ses bras et lui fit casser des noix, mais elle choisit les plus petites pour que le petit homme n'ouvrait pas trop la bouche, ce qui dans le fond ne lui seyait pas bien. Louise se joignit à elle, et l'ami Casse-Noisette dut aussi lui rendre de pareils offices, et il parut le faire avec plaisir, car il ne cessa de rire amicalement. Fritz, pendant ce temps-là, fatigué de ses cavalcades et de ses exercices, sauta auprès de ses sœurs en entendant joyeusement craquer des noix, et se mit à rire de tout son cœur du drôle de petit homme. Et, comme il voulait aussi manger des noix, le casse-noisette ne cessait d'ouvrir et de fermer la bouche. Et quand Fritz y jetait les noix les plus grosses et les plus dures, 3 dents tombèrent de la bouche de casse-noisette, et son menton devint chancelant et mobile. Ah, mon pauvre cher casse-noisette, s'écria Marie, et elle l'arracha des mains de Fritz. Voilà un sot animal, dit celui-ci. Il veut être casse-noisette, il n'a pas la mâchoire solide. Il ne connaît pas non plus son état. Donne-le-moi, Marie. Je lui ferai casser des noix à en perdre toutes les dents, et par-dessus le marcher son menton si mal attaché. Non, non, s'écria Marie en pleurant, tu n'auras pas mon casse-noisette. Vois un peu comme il me regarde mélancoliquement en montrant les blessures de sa bouche. Mais toi, tu as un cœur dur et tu fais même fusiller un soldat. Cela doit être ainsi, s'écria Fritz. Mais le casse-noisette m'appartient aussi bien qu'à toi, donne-le-moi. Marie se mit à pleurer violemment et enveloppa vite le casse-noisette dans la poche de son tablier. Les parents vinrent avec le parrain Drosselmeier et celui-ci prit part au chagrin de Marie. Mais le père dit: j'ai mis spécialement le casse-noisette sous la protection de Marie, et comme je vois qu'elle lui devient nécessaire, je lui donne plein pouvoir sur lui, sans que personne puisse y trouver à redire. Au reste, je m'étonne de voir Fritz exiger de quelqu'un blessé dans un service la continuation de ce service. Il devrait savoir, en bon militaire, que l'on ne remet plus les blessés dans les rangs de bataille. Fritz fut fort confus et se glissa sans plus s'occuper de noix et de casse-noisette de l'autre côté de la table, où ses hussards avaient établi leur bivouac après avoir convenablement posé leurs sentinelles avancées. Marie recueillit les dents brisées du casse-noisette. Elle lui enveloppa son menton malade avec un beau ruban blanc qu'elle détacha de sa robe, et enveloppa le pauvre petit, qui paraissait encore pâle et effrayé, dans son mouchoir avec un plus grand soin qu'auparavant. Et puis, tout en le berçant dans ses bras comme un enfant, elle se mit à parcourir le nouveau cahier d'images qui faisait partie des cadeaux du jour. Et contre sa coutume, elle se fâchait très fort lorsque le parrain Drosselmeier lui demandait en riant bien haut: mais pourquoi prends-tu tant de soin d'un être aussi affreux? La comparaison étrange avec Drosselmeier qui lui était survenue lorsqu'elle avait vu le petit pour la première fois lui revint en mémoire, et elle dit très sérieusement: qui sait, cher parrain, si tu faisais toilette comme mon casse-noisette, et si tu avais de belles bottes aussi brillantes, qui sait si tu n'aurais pas aussi bon air que lui? Marie ne comprit pas pourquoi ses parents se mirent à rire aussi fort, et pourquoi le conseiller de haute justice devint rouge jusqu'aux oreilles, et rit un peu moins fort qu'auparavant. Il pouvait avoir ses raisons pour cela. Fin du chapitre 3. Chapitre 4 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Prodige. Il y a à gauche,
En entrant dans la chambre où l'on se tient d'habitude chez le médecin consultant, une haute armoire vitrée placée contre le mur. C'est là où les enfants serrent tous les cadeaux qui leur sont faits chaque année. Louise était encore bien petite lorsque le père fit fabriquer cette armoire par un très habile ouvrier. Dans le haut, où Fritz et Marie ne pouvaient atteindre, étaient placées les œuvres d'art du parrain Drosselmayer. Après, venaient des rayons de livres, et les deux derniers rayons appartenaient au commun aux petits-enfants. Toutefois, Marie se réservait celui du bas pour ses poupées, et Fritz avait fait de celui placé au-dessus le quartier général de ses troupes. Ce soir, Marie avait mis de côté mademoiselle Trudchen et avait placé la nouvelle poupée parée avec élégance dans sa petite chambre si bien meublée, et l'avait invitée à partager des bonbons. Mademoiselle Claire, c'était son nom, devait se trouver à merveille dans une chambre pareille. Il était déjà tard, minuit allait sonner, le parrain Drosselmayer était déjà parti depuis longtemps, et les enfants ne pouvaient se décider à quitter l'armoire vitrée, bien que leur mère leur eût répété plus d'une fois qu'il était grand temps d'aller au lit. C'est vrai, s'écria Fritz, les pauvres diables, les hussards, voudraient se reposer. Et tant que je suis là, aucun d'eux n'osera fermer l'œil. Je le sais bien. Et il partit. Mais Marie priait sa mère. Petite mère chérie, laisse-moi là encore un moment, un seul petit moment. J'ai encore quelques petites choses à arranger, et après j'irai me coucher tout de suite. Marie était une enfant bien raisonnable, et sa bonne mère pouvait sans crainte la laisser seule avec ses joujoux. Seulement la mère éteignait toutes les lumières, à l'exception d'une lampe suspendue au plafond qui répandait une douce lueur. Dépêche-toi de venir, chère Marie, lui dit la mère, autrement je ne pourrai pas demain te lever à temps. Et elle entra dans sa chambre à coucher. Aussitôt que Marie se trouva seule, elle s'avança rapidement en portant encore sur ses bras le casse-noisette malade. Enveloppé dans son mouchoir, elle le posa sur la table avec précaution, déroula le mouchoir et regarda le blessé. Casse-noisette était très pâle, mais il lui fit un sourire mélancolique et si aimant que Marie en fut touchée jusqu'au fond du cœur. Ah, Casse-noisette, dit-elle très bas, ne sois pas fâché contre mon frère Fritz qui t'a fait tant de mal. Il n'avait pas de mauvaises intentions, seulement il est devenu un peu brutal en vivant avec les rudes soldats. Mais c'est un très bon enfant, je t'assure. Moi je te soignerai bien tendrement jusqu'à ce que tu sois devenu gai et bien portant. Le parrain Drosselmayer qui s'y entend te remettra tes dents et rassurera tes épaules. Mais Marie s'arrêta tout à coup, car lorsqu'elle prononça le nom de Drosselmayer, l'ami Casse-Noisette fit une terrible grimace, et il sortit de ses yeux comme des pointes brillantes. Au moment où Marie allait s'effrayer, le visage de l'honnête Casse-Noisette était redevenu mélancolique et souriant, et elle comprit qu'un courant d'air, en agitant la flamme de la lampe, avait ainsi défiguré son visage. Suis-je donc folle, dit-elle, de m'effrayer aussi facilement et de croire qu'une poupée de bois peut me faire des grimaces? Mais j'aime Casse-Noisette parce qu'il est comique et en même temps d'un si bon caractère, et pour cela il mérite d'être soigné comme il faut. Puis elle prit Casse-Noisette dans ses bras, s'approcha de l'armoire vitrée et dit à la nouvelle poupée: Je t'en prie, mademoiselle Claire, cède ton lit à Casse-Noisette, et contente-toi du sofa, tu te portes bien, car autrement tu n'aurais pas de si belles couleurs. Réfléchis qu'il y a peu de poupées qui possèdent un sofa aussi moelleux. Mademoiselle Claire, dans sa belle toilette, parut assez mécontente, prit un air dédaigneux et ne répondit rien. Qu'ai-je besoin de tant de façons, continua Marie. Et elle tira le lit, y posa doucement Casse-Noisette, enveloppa encore avec un nouveau ruban ses épaules malades et le couvrit jusqu'au nez. Tu ne resteras pas auprès de cette boudeuse de Claire, dit-elle. Et elle prit le lit avec Casse-Noisette et le mit dans le rayon supérieur, près du beau village où étaient campés les hussards de Fritz. Elle ferma l'armoire et voulut se rendre dans la chambre à coucher. Alors on entendit tout autour un murmure, un chuchotement, un léger bruit tout bas, derrière le poêle, derrière les chaises, derrière l'armoire. La pendule gronda toujours de plus en plus fort, mais elle ne pouvait pas sonner.
Marie leva les yeux vers l'horloge. Le grand hibou qui la dominait avait abaissé ses ailes, qui couvraient tout le cadran, et il avait allongé sa vilaine tête de chat au bec crochu. Le grondement continuait et l'on y distinguait ces mots. Heure, 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 murmurait doucement le roi des souris à l'oreille fine. Prup, prup, poum, poum, chantez seulement, chantez vos vieilles chansons. Pur, pur, poum, poum, frappez, clochette, frappez, c'est bientôt fait. Et la clochette, sourde et enrouillée, fit 12 fois poum, poum. Marie commença à avoir le frisson et elle allait se sauver d'effroi lorsqu'elle vit le parrain Drosselmeier. Il se tenait assis sur la pendule à la place du hibou et il avait laissé tomber des deux côtés comme des ailes les pans de son habit jaune. Elle reprit donc courage et s'écria d'une voix plaintive. Parrain Drosselmeier, que fais-tu là-haut? Descends et ne me fais pas peur comme cela, méchant parrain Drosselmeier. Mais alors il s'éleva de tous côtés un bruit de fou rire et de sifflements, et l'on entendit bientôt trotter et courir derrière les murailles comme des milliers de petits pieds, et 1000 petites lumières brillèrent à travers les fentes du parquet. Mais ce n'étaient pas des lumières, c'étaient de petits yeux flamboyants, et Marie remarqua que des souris paraissaient de tous côtés. Bientôt tout autour de la chambre on courait au trot, au galop, au galop. Des amas de souris de plus en plus distinctes couraient çà et là, ventre à terre, et se plaçaient à la fin en rang et par compagnie, comme Fritz le faisait faire à ses soldats quand ils devaient aller à la bataille. Cela parut très amusant à Marie, et comme elle n'éprouvait pas contre les souris l'espèce d'horreur qu'elles inspirent aux enfants, elle commençait à reprendre courage, lorsque tout à coup elle entendit des sifflements si effroyables et si aigus, qu'elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Mais qu'aperçut-elle? Juste à ses pieds, tourbillonnèrent comme mus par un pouvoir souterrain, du sable, de la chaux et des éclats de briques. Et sept têtes de souris, ornées chacune d'une couronne étincelante, sortirent du plancher en poussant des sifflements affreux. Bientôt un corps, auquel appartenaient les 7 têtes, s'agita avec violence et parvint à s'élancer dans la chambre. Toute l'armée salua 3 fois d'acclamations violentes la grosse souris ornée de 7 couronnes, et se mit aussitôt en mouvement au trot, au galop, vers l'armoire et vers Marie, qui se tenait encore placée près du vitrage. Le cœur de Marie battit si fort qu'elle crut qu'il allait s'échapper de sa poitrine, et qu'alors elle mourrait. Mais il lui sembla que son sang se figeait dans ses veines, et, à demi évanouie, elle chancela en reculant. Et alors, klirr, klirr, pur, la vitre de l'armoire tomba brisée en morceaux sous la pression de son coude. Elle éprouva un moment une poignante douleur au bras gauche, mais en même temps elle se sentit le cœur moins oppressé. Elle n'entendit plus ni cris ni sifflements, tout était devenu tranquille, et elle crut que les souris, effrayées du bruit de la vitre brisée, s'étaient réfugiées dans leur trou. Mais tout à coup des rumeurs étranges s'élevèrent de l'armoire placée derrière elle, et de petites voix disaient: éveillons-nous, éveillons-nous, au combat cette nuit, éveillons-nous, au combat. Et alors un doux et gracieux bruit de clochette résonna harmonieusement. Ah, c'est mon jeu de cloche, s'écria Marie toute joyeuse, et elle sauta de côté. Elle vit que l'armoire s'éclairait et se remplissait de mouvements. De petites poupées couraient l'une sur l'autre et faisaient de l'escrime avec leurs bras. Tout à coup, Casse-Noisette se leva, jeta sa couverture loin de lui, se dressa sur le lit à pieds joints et s'écria d'une voix retentissante: Knack, 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 souris au bivouac, vaut à peine une claque, quel micmac dans le sac, cric, crac. Puis il tira son petit sabre, l'agita en l'air et s'écria: Cher Faso, frère et ami, voulez-vous me venir en aide dans la bataille acharnée? Aussitôt 3 scaramouches, un pantalon, 4 ramoneurs, 2 joueurs de guitare et un tambour s'écrièrent: Oui, maître, nous vous viendrons fidèlement en aide. Avec vous, nous marcherons au combat, à la victoire ou à la mort. Et ils se précipitèrent au-devant de Casse-Noisette, qui se lança hardiment du rayon en bas. Les autres avaient pu se jeter sans péril, car outre que leurs riches habits étaient de drap et de soie, leurs corps étaient rembourrés de coton.
mais le pauvre Casse-Noisette se serait cassé bras et jambes, car il tombait de 2 pieds de haut, et son corps était délicat comme s'il eût été de bois de tilleul. Si mademoiselle Claire ne s'était élancée du canapé et n'avait reçu dans ses bras tendres le héros tenant son glaive à la main. Ah, bonne Claire, dit Marie émue, comme je t'ai méconnue. Sans doute tu aurais cédé ton lit de bonne grâce à l'ami Casse-Noisette. Mais mademoiselle Claire dit en serrant le jeune héros contre sa poitrine de soie. Voulez-vous, malade et blessé comme vous l'êtes, aller au-devant des dangers? Voyez comme vos faceaux valeureux s'assemblent dans leur impatience du combat et leur certitude de la victoire. Scaramouche, Pantalon, le ramoneur, le joueur de cithare et le tambour sont en bas, et les figures qui se trouvent sur mon rayon s'agitent et s'émeuvent. Veuillez, prince, reposer ici et applaudir d'ici à la victoire. À ces mots de Claire, Casse-Noisette frappa si fort du pied et fit des gestes si violents que Claire fut obligée de le descendre sur le parquet. Mais alors il se mit à genoux et murmura. Ô dame, je me rappellerai toujours dans le combat votre grâce et votre bienveillance envers moi. Claire alors se baissa assez pour pouvoir le saisir par le bras, défit rapidement sa ceinture et voulut en ceindre le petit homme. Mais celui-ci recula de 2 pas, mit la main sur son cœur et dit solennellement: Que ceci ne soit pas le gage de votre bienveillance pour moi, car... Il hésita, soupira, défit rapidement de ses épaules le ruban dont Marie les avait enveloppées, le pressa sur ses lèvres, s'en ceignit comme d'une écharpe de bataille, et s'élança en agitant sa brillante épée, rapide et agile, comme un oiseau du bord de l'armoire sur le parquet. Aussitôt les cris et les sifflements redoublèrent. Sous la table se tenaient assemblés les innombrables bataillons des souris, et au-dessus d'elles s'élevait l'affreuse souris aux 7 têtes. Que va-t-il arriver? Fin du chapitre 4. Chapitre 5 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. La bataille. Battez la générale! Tambour! Vassal fidèle! S'écria Casse-Noisette. Et aussitôt le tambour fit résonner son instrument de guerre avec tant d'adresse que les vitres de l'armoire tremblèrent, et dans l'armoire même un bruit et un mouvement furent remarqués de Marie. Les couvercles des boîtes où étaient enfermés les soldats de Fritz sautèrent, et les soldats s'élancèrent dans le rayon inférieur et s'y rassemblèrent en blancs bataillons. Aucune trompette ne bouge! S'écria Casse-Noisette irrité. Et il se tourna vers Pantalon qui était devenu très pâle, dont le grand menton tremblotait, et il lui dit d'une voix solennelle: Général, je connais votre expérience et votre courage. Il faut ici un coup d'œil rapide pour savoir profiter du moment. Je vous confie le commandement de toute la cavalerie et de l'artillerie. Vous n'avez pas besoin de cheval, vos jambes sont longues, et avec elles vous galopez parfaitement. Faites votre devoir. Aussitôt, Pantalon appuya fortement sur le mur ses longs doigts et le gratta avec tant de bruit qu'on aurait pu croire que 100 trompettes joyeuses résonnaient à la fois. Aussitôt, on entendit des piétinements de chevaux et des hennissements dans l'armoire. Tout d'un coup, les cuirassiers et les dragons de Fritz, et avant tout les autres, les brillants hussards, s'élancèrent et furent bientôt sur le plancher. Alors, l'un après l'autre, tous les régiments défilèrent, enseignes déployées, devant Casse-Noisette, et se rangèrent en file serré sur le parquet de la chambre. Mais les canons roulaient avec bruit en avant, et bientôt ils envoyèrent avec un terrible vacarme une pluie de dragées dans les rangs pressés des souris, qui étaient blanchies de leur poussière et en paraissaient toutes confuses. Une batterie surtout, placée sur le tabouret de maman, leur faisait un mal immense, et les boules de pain d'épices qu'elle lançait sur les souris faisaient dans leur rang un affreux ravage. Les souris parvinrent à s'en approcher et s'emparèrent de plusieurs pièces. Mais à cet endroit de la chambre, la fumée et la poussière s'élevèrent en tourbillons si épais que Marie pouvait à peine distinguer ce qui s'y passait, mais il était évident que chaque corps combattait avec acharnement et que la victoire était indécise. Les souris développaient à chaque instant des masses nouvelles, et les petites balles d'argent qu'elles lançaient avec adresse venaient frapper jusque dans l'armoire. Claire et Trudchen couraient çà et là en se tordant les mains avec désespoir.
Me faut-il donc mourir à la fleur de l'âge, moi la plus belle des poupées? S'écriait Claire. Me suis-je donc si bien conservée pour mourir ici entre quatre murs? Exclamait Trudchen. Et elles se tinrent embrassées et gémirent si haut que leurs lamentations dominaient tout le bruit qui se faisait au dehors, car il serait difficile de se faire une idée du spectacle qui se passait. C'étaient des bruits. Brr, brr, pouf, pif, schnetterdeng, schnetterdeng, boum, boum, bourom, boum. Et en même temps, les souris et le roi criaient et pillaient, et l'on entendait la puissante voix de Casse-Noisette qui distribuait ses ordres. On le voyait marcher au milieu des bataillons en feu. Pantalon avait exécuté une brillante charge de cavalerie et s'était couvert de gloire. Mais les hussards de Fritz étaient exposés à l'artillerie des souris, qui leur lançait des boules laides et puantes, qui faisaient de vilaines taches sur leurs vestes rouges, ce qui jetait du désordre dans leurs rangs. Pantalon leur commanda par le flanc gauche et dans la chaleur du commandement donna le même ordre aux cuirassiers et aux dragons, c'est-à-dire que tous firent par file à gauche en retournant chez eux. La batterie du banc de pied se trouva par ce moment découverte et en danger, et presque aussitôt les souris s'avancèrent en masse serrée avec tant de violence que le banc fut renversé sur les batteries et toute l'artillerie. Casse-Noisette parut abattu et il donna à l'aile droite un mouvement rétrograde. Pendant l'ardeur du combat, la cavalerie légère des souris avait débouché en masse de dessous la commode et s'était jetée avec des cris effroyables sur l'aile gauche de l'armée de Casse-Noisette. Mais le corps des Devises s'était avancé sous la conduite de deux empereurs chinois, avec la circonspection qu'exigeaient les difficultés du terrain, puisqu'il y avait à passer le bord de l'armoire, et s'était formé en bataillon carré. Ces braves troupes formées de friseurs, d'arlequins, de cupidons, de jardiniers, de tyroliens, de lions, de tigres, de singes, combattirent avec sang-froid et courage. La vigilance digne des Spartiates de ce bataillon d'élite aurait arraché la victoire aux souris, si un maudit capitaine ennemi s'élançant avec furie n'eût d'un coup de dent abattu la tête d'un des empereurs chinois et mis en pièces deux chats et un singe, en faisant ainsi un vide par lequel l'ennemi s'élança et massacra le bataillon. Mais ce carnage profita peu à l'ennemi. Toutes les fois qu'un de ses cavaliers coupait en deux à belles dents un de ses courageux antagonistes, il avalait en même temps un petit morceau de papier qu'il étouffait à l'instant. Ce fut un secours pour l'armée de Casse-Noisette qui, une fois le premier pas en arrière fait, fut bientôt en pleine retraite et perdait du monde de plus en plus, de sorte que Casse-Noisette arriva devant l'armoire avec un petit nombre de soldats. Faites avancer la réserve. Pantalon, Scaramouche, tambour, où êtes-vous? S'écria Casse-Noisette qui espérait recevoir de l'armoire de nouvelles troupes. Il vint en effet quelques hommes et quelques femmes d'argile, avec des visages d'or surmontés de casques et de chapeaux, mais ils combattirent avec tant de maladresse qu'ils n'atteignirent aucun ennemi et firent tomber de sa tête le bonnet même de leur général Casse-Noisette. Les chasseurs ennemis leur brisèrent les jambes de leurs dents, de sorte qu'ils tombèrent et tuèrent dans leur chute plusieurs frères d'armes de Casse-Noisette. Celui-ci voulait franchir le rebord de l'armoire, mais ses jambes étaient trop courtes, et Claire et Trudchen, évanouis, ne pouvaient lui offrir leur aide. Les hussards et les dragons y sautaient facilement au moyen de leurs chevaux, alors il s'écria dans son désespoir. Un cheval, un royaume pour un cheval. Alors deux tirailleurs ennemis le saisirent par son manteau de bois et le roi des souris s'élança triomphant en poussant des cris de ses 7 têtes à la fois. Oh mon pauvre Casse-Noisette, s'écria Marie en sanglotant. Et involontairement elle prit son soulier gauche et le jeta de toutes ses forces sur le roi des souris, au beau milieu de son armée. Au même instant, tout disparut et tout bruit cessa. Mais elle sentit au bras gauche une douleur plus vive qu'auparavant et tomba évanouie sur le plancher. Fin du chapitre 5. Chapitre 6 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. La maladie. Lorsque Marie s'éveilla de son profond sommeil de mort, allongée dans son petit lit et le soleil dans la chambre en passant à travers les vitres recouvertes de glace, près d'elle était assis un homme qu'elle reconnut bientôt pour le chirurgien Wendelstern.
Celui-ci dit tout bas: La voici qui s'éveille. Alors sa mère s'avança et la regarda avec des yeux remplis d'inquiétude. Ah, chère mère, murmura la petite Marie, toutes ces vilaines souris sont-elles parties? Le bon Casse-Noisette est-il sauvé? Ne dis pas de folie, chère Marie, répondit la mère. Quel rapport y a-t-il entre Casse-Noisette et les souris? Mais tu nous rendis bien inquiets. Voilà ce qui arrive quand les enfants sont volontaires et ne veulent pas écouter leurs parents. Hier, tu as joué bien tard avec tes poupées. Tu as eu sommeil, et il se peut que tu aies été effrayée par une souris, bien qu'elle soit rare ici, et alors tu as cassé avec ton coude une vitre de l'armoire. Et tu t'es tellement coupé que M. Wendelstern t'a extrait du bras des morceaux de verre. Et selon lui, si une veine s'était trouvée coupée, tu aurais eu le bras toujours roide, ou tu aurais pu mourir de la perte de ton sang. Grâce à Dieu, je me suis éveillée et ne te voyant pas là, j'ai été dans ta chambre. Je t'ai trouvé étendu sur le plancher. Et tout autour de toi, la terre était jonchée de débris des soldats de plomb de Fritz, de poupées d'hommes de pain d'épices. Casse-Noisette était placé sur ton bras ensanglanté, et ton soulier gauche était à terre à quelque distance de toi. Ah, petite mère, tu vois bien, c'étaient les traces du combat des poupées et les souris. Et ce qui m'a tant effrayée, c'est que les souris voulaient faire prisonnier le général Casse-Noisette. Alors j'ai jeté mon soulier sur les souris et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Le chirurgien fit un signe de l'œil à la mère et celle-ci dit: Calme-toi, ma chère enfant, toutes les souris sont parties, et Casse-Noisette est sain et sauf dans l'armoire vitrée. Alors le médecin consultant entra dans la chambre, tâta le pouls de sa fille et parla avec le chirurgien, et Marie entendit qu'il disait que sa blessure lui avait donné la fièvre. Il lui fallut rester au lit quelques jours, bien qu'elle n'éprouvât aucun malaise, excepté une légère douleur au bras. Elle savait que Casse-Noisette était sorti bien portant du combat, et elle le vit une fois en songe qui lui disait d'une voix distincte mais plaintive: Marie, excellente dame, vous avez fait beaucoup pour moi, et vous pouvez faire encore beaucoup plus. Et Marie chercha, mais sans pouvoir y réussir, ce qu'elle pouvait encore faire pour lui. Marie ne pouvait ni trop se remuer à cause de son bras, ni lire, ni feuilleter des gravures. Elle commençait à trouver le temps lent, et elle attendait le soir avec impatience, parce qu'alors sa mère venait s'asseoir auprès de son lit, et lui racontait ou lui disait toutes sortes de belles choses. Celle-ci venait de commencer l'histoire du prince Fakardine. Lorsque la porte s'ouvrit, le parrain Drosselmeier entra en disant: Je viens voir comment se porte la petite malade. Aussitôt que Marie l'aperçut avec son habit jaune, elle se rappela ce qu'elle avait vu le jour de la bataille, et involontairement elle dit au conseiller de haute justice: Oh, parrain Drosselmeier, je t'ai bien vu, et tu étais bien laid lorsque tu étais assis sur la pendule, et que tu la couvrais avec tes ailes pour l'empêcher de sonner haut, ce qui aurait effrayé les souris. Je t'ai entendu appeler le roi, pourquoi ne nous es-tu pas venu en aide, au casse-noisette et à moi, vilain méchant? Tu es cause que je suis maintenant dans mon lit blessée et malade. La mère s'écria: Qu'as-tu, ma chère Marie? Mais le parrain Drosselmeier fit une singulière grimace et dit d'une voix ronflante et monotone: Le balancier doit gronder, piquer n'est pas son affaire. Les heures, la pendule doit les murmurer tout bas. Les cloches résonnent. Kling, clang, hing, hang, hang et hang. Jeune poupée, ne sois point inquiète, les cloches sonnent. Elles ont sonné. Le hibou vient à tire-d'aile pour chasser le roi des souris. Pac et pic et pouc, les petites cloches, bim, bim, l'heure doit gronder. Cressaient les bruits sourds, pire et pour. Marie regardait de ses yeux tout grands ouverts le parrain Drosselmeier, qui lui semblait encore plus laid que d'habitude, et agitait son bras çà et là, comme s'il était mu par la ficelle des marionnettes. Elle aurait eu grand-peur du parrain si sa mère n'avait pas été là, et si Fritz, qui s'était glissé dans la chambre, n'eût éclaté de rire. Et parrain Drosselmeier, s'écria-t-il, comme tu es drôle aujourd'hui, tu gesticules comme le pantin que j'ai jeté derrière le poêle. La mère resta sérieuse et dit: Cher monsieur le conseiller, voici une singulière plaisanterie. Quel est votre but? Mon Dieu, reprit Drosselmeier en riant, ne reconnaissez-vous donc pas ma chanson de l'horloger? Je la chante d'ordinaire auprès des malades comme Marie. Puis il s'assit aussitôt près du lit de la jeune fille et dit: Ne me garde pas rancune de ne pas avoir arraché ces 14 yeux au roi des souris, mais cela ne pouvait se faire. Je veux en place de cela te faire une grande joie.
Et puis il fouilla dans sa poche et en sortit le casse-noisette, auquel il avait fort adroitement remis les dents qui manquaient et dont il avait consolidé le menton. Marie poussa un cri de joie et sa mère lui dit en riant: vois-tu que le parrain Drosselmeier ne veut que du bien à ton casse-noisette? Tu m'avoueras pourtant, Marie interrompit le conseiller, que le casse-noisette n'est pas des mieux faits et que l'on ne peut pas précisément lui donner un certificat de beauté. Si tu veux m'écouter, je te raconterai comment cette laideur est devenue héréditaire dans sa famille. Mais tu connais déjà peut-être l'histoire de la princesse Pirlipat, de la sorcière de Mauserinks et de l'habile horloger. Écoute donc, parrain, interrompit étourdiment Fritz. Tu as bien remis les dents de casse-noisette et son menton ne vacille plus. Mais pourquoi n'a-t-il plus son sabre? Pourquoi ne lui en as-tu pas mis un au côté? Et dit brusquement le conseiller: il faut, jeune homme, que tu trouves à critiquer sur tout. Est-ce que le sabre de casse-noisette me regarde? Je l'ai guéri, c'est à lui de se procurer un sabre où il voudra. C'est vrai, répondit Fritz. Si c'est un vrai luran, il saura bien en trouver un. Ainsi Marie continua le conseiller. Connais-tu l'histoire de la princesse Pirlipat? Ah non, répondit Marie. Raconte, cher parrain, raconte. J'espère, dit la mère, que cette histoire sera moins effrayante que celle que vous racontez d'habitude. Elle ne le sera pas du tout, répondit le conseiller. Tout au contraire, elle est très drôle. Raconte, oh, raconte, s'écrièrent les deux enfants, et le conseiller commença ainsi. Fin du chapitre 6. Chapitre 7 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Conte de la noix dure. La mère de Pirlipat était l'épouse d'un roi. C'était une reine par conséquent. Et Pirlipat fut princesse au moment même où elle vint au monde. Le roi fut transporté de joie, il disait: a-t-on jamais vu une fille plus jolie? Et tous les ministres, les généraux, les présidents et les officiers de l'État criaient: non, jamais. Et, en effet, il était impossible de dire qu'enfant, depuis que le monde est monde, eût égalé la petite princesse Pirlipat en beauté. Son teint était de lys et de rose, ses yeux resplendissaient dans leur couleur d'azur, et les boucles blondes de ses cheveux formaient des tresses ondoyantes semblables à de l'or. Et en outre, la petite Pirlipat avait apporté en venant au monde une rangée de petites perles avec le secours desquelles elle mordit le chancelier au doigt de manière à lui faire jeter les hauts cris. Tout le monde était enchanté de l'enfant. La reine seule paraissait inquiète, et personne n'en devinait la cause. On remarquait seulement qu'elle faisait activement surveiller le berceau de l'enfant. Outre que les portes étaient garnies de soldats, il devait avec les deux nourrices placées près du berceau s'en trouver encore chaque nuit 6 autres dans la chambre. Mais ce qui paraissait singulier et incompréhensible, c'est que chaque nourrice devait avoir un chat sur ses genoux, qu'elle devait caresser toute la nuit pour le tenir constamment éveillé. Et voici la cause de tout ceci. Il arriva un jour qu'à la cour de Pirlipat, le père se trouvèrent assemblés de grands noirs et de très charmants princes, ce qui occasionna des jeux chevaleresques, des comédies et des bals. Le roi, pour faire parade de ses richesses, voulut puiser assez profondément dans le trésor de la couronne, et faire exécuter quelque chose de remarquable. Il fit donc préparer un grand repas de saucisses, car il avait appris de son maître d'hôtel que l'astronome avait dit que le temps de la tuerie était venu. Puis il se jeta dans son carrosse et invita les rois et les princes à venir goûter chez lui une cuillère de soupe, pour se réjouir de leur surprise à la vue d'un pareil repas. Et il dit très amicalement à la reine son épouse: je sais, ma bonne amie, que j'aime les saucisses. La reine comprit parfaitement ce que cela voulait dire, et cela signifiait qu'elle devait, comme en diverses autres occasions, diriger elle-même en personne la confection de ses mets. Le grand maître du trésor dut aussitôt apporter à la cuisine le grand chaudron d'or et les casseroles d'argent. On alluma un grand feu de bois de santal. La reine se ceignit d'un tablier de cuisine de Damas, et bientôt les délicieuses exhalaisons de la soupe aux saucisses s'élancèrent du chaudron. L'agréable parfum pénétra jusque dans la chambre des conférences du Conseil d'État. Le roi enthousiasmé ne put se contenir. Avec votre permission, messieurs, s'écria-t-il. Et il s'élança dans la cuisine,
embrassa la reine, retourna un peu ce qui se trouvait dans le chaudron avec le sceptre royal et revint au Conseil d'État. On en était arrivé au moment important où le lard devait être découpé en morceaux pour être rôti sur un gril d'argent. Les dames de la cour se retirèrent parce que la reine, par attachement et par respect pour son royal époux, voulait seule entreprendre cette œuvre. Mais lorsque le lard commençait à rôtir, une voix qui murmurait tout bas dit: Sœur, donnez-moi aussi ma part de ce rôti. La reine savait parfaitement que c'était la dame Mauserinks qui parlait ainsi. La dame Mauserinks demeurait depuis bien des années dans le palais royal. Elle prétendait être parente de la famille du roi et être elle-même la reine du royaume de Maussolien. Et pour cela, elle tenait maison à la cour. La reine était une femme pleine de bienveillance et elle ne traitait pas la femme Mauserinks comme une reine, mais comme une sœur. Elle la voyait de grand cœur partager les splendeurs gastronomiques du jour et elle lui cria: Venez, dame Mauserinks, venez goûter de mon lard. Alors la dame accourut très vite et sautant de joie, monta d'un bond sur le foyer et mangea à la file les morceaux que la reine lui présentait et qu'elle prenait avec sa jolie petite patte. Mais alors vinrent aussi ses compères et ses commères et même aussi ses 7 fils, race assez peu aimable. Ils se jetèrent sur le lard et la reine décontenancée ne pouvait les en empêcher. Heureusement la dame d'honneur de la cour arriva et chassa ces hôtes importuns, de sorte qu'il resta encore un peu de lard qui, grâce aux instructions données par le professeur de mathématiques de la cour, fut si artistement découpé que toutes les saucisses en eurent un morceau. Les trompettes et les cymbales retentirent. Tous les pentantins et les princes présents arrivèrent pour le repas, dans leurs habits de gala, les uns sur des palanquins blancs, les autres dans des voitures de cristal. Le roi les reçut avec beaucoup de déférence et d'amabilité, et s'assit comme roi du pays, couronne en tête et sceptre à la main au bout de la table. Déjà au service des saucissons de foie, on avait remarqué que le roi avait pâli de plus en plus, qu'il avait levé les yeux au ciel et que de légers soupirs s'échappaient de sa poitrine. Il paraissait éprouver une violente douleur intérieure, mais au service des boudins. Il tomba en arrière sur son fauteuil, avec des gémissements et des sanglots, se cacha le visage dans ses 2 mains et poussa des cris lamentables. Tout le monde s'élança de table. Le médecin s'efforça en vain de saisir l'époux du malheureux roi. Il paraissait déchiré par une inexprimable douleur. Enfin, après beaucoup de consultations, après l'emploi des plus forts remèdes, il parut revenir à lui-même et murmura ces mots d'une façon à peine intelligible. Trop peu de lard. Alors la reine se jeta inconsolable à ses pieds et sanglota. Oh mon malheureux époux, oh quelle douleur vous avez dû éprouver. Mais la coupable est à vos pieds, punissez-la, la dame Mauserinks, avec ses compères, ses commères et ses 7 fils, a dévoré le lard et la reine ne put en dire davantage et elle s'évanouit. Mais le roi courroucé se leva et cria très haut: Grande camérière, comment cela s'est-il fait? La grande camérière raconta tout ce qu'elle savait, et le roi résolut de prendre un parti à l'égard de la dame Mauserinks et de sa famille, qui avaient dévoré le lard des saucisses. Le conseiller intime fut appelé et l'on résolut de faire un procès à la femme Mauserinks et de confisquer ses biens. Mais comme le roi pensa que dans cet intervalle elle pourrait encore manger son lard, l'affaire fut confiée à l'horloger de la cour. Cet homme, qui s'appelait Christian Elias Drosselmayer, promit de chasser pour toujours du palais par une sage mesure la femme Mauserinks et sa famille. Il inventa une machine petite mais très ingénieuse, dans laquelle il suspendit un morceau de lard à une ficelle et qu'il plaça dans le voisinage de la demeure de la dame mangeuse de lard. La dame Mauserinks était trop fine pour ne pas entrevoir le piège tendu par Drosselmayer, mais tous ses avis, toutes ses remontrances furent inutiles, et, alléchés par l'odeur attrayante du lard rôti, ses 7 fils et une foule de compères et de commères entrèrent dans la machine de Drosselmayer, et furent pris, lorsqu'ils voulurent mordre le lard, par une grille qui tomba tout à coup. Dame Mauserinks quitta avec le reste peu nombreux de sa famille ce lieu d'effroi. Le chagrin, le désespoir et la vengeance emplissaient son cœur. La cour fut en fête, mais la reine fut inquiète, parce qu'elle connaissait le caractère de la dame Mauserinks, et savait parfaitement qu'elle se vengerait de la mort de ses fils et de ses parents.
Et en effet, la dame Mauserinks apparut à la reine lorsqu'elle préparait pour le roi son époux un mou de veau qu'il aimait beaucoup, et elle parla ainsi. Mes enfants, mes compères et mes commères ont été tués. Prends garde, reine, que la reine des souris ne déchire ton enfant en deux à coups de dents. Prends garde. Et aussitôt elle disparut et on ne la vit plus. Mais la reine fut si effrayée qu'elle laissa tomber le mou de veau dans le feu. Et dame Mauserinks gâta pour la seconde fois le dîner du roi, ce dont il fut très irrité. Ici le conteur s'arrêta et remit le reste de l'histoire au lendemain. Et comme il s'apprêtait à sortir, Fritz lui demanda: dis-moi, parrain Drosselmeier, est-ce vrai que tu as inventé les souricières? Quelle folie, dit la mère. Mais Drosselmeier répondit tout bas, en riant d'une façon singulière: ne suis-je donc pas un habile horloger et ne suis-je pas capable de les inventer? Fin du chapitre 7.